Alors, à force de creuser autour de Roland Mogg, de chercher, d'interroger, d'enquêter, les policiers vont découvrir que ce garçon a pas une double vie, mais plusieurs vies. Comme ils n'arrivent pas à avancer, ils décident de le mettre sur écoute téléphonique au cinéma et à la maison. Les écoutes téléphoniques, mais aussi les auditions des personnes qui gravitent autour du couple, ont permis d'établir qu'il avait une liaison heureuse avec une autre femme qui travaille aussi au cinéma Star. Alors effectivement, on s'est rendu compte qu'il avait déjà entretenu une relation avant d'être avec Carole Prin. Pendant qu'il était avec Carole Prin, il est même parti en vacances avec elle alors que Carole Prin était enceinte. Et il a aussi continué cette relation après la disparition de Carole Prin. Elle ignorait que Mogg était le père de l'enfant que Carole attendait. Évidemment, tout le monde savait que Carole était enceinte. Carole ignorait qu'il avait une liaison avec cette femme. Enfin, ça paraît totalement hallucinant. L'habitude de Roland de ne pas parler de ses petites affaires privées, de cloisonner, ça va avoir des conséquences qui paraissent parfois un peu ahurissantes. Dans l'enquête d'entourage, de voisinage qu'on a fait autour de Roland Mogg, on apprend effectivement qu'il est père de 2 filles, qu'il avait eues avec la même femme, avec laquelle d'ailleurs il n'avait pas cohabité très longtemps parce que à 2 reprises cette femme était partie avec les enfants parce qu'elle ne supportait pas la vie qu'il lui faisait mener. Curieusement, ce sont les policiers qui ont appris aux parents, aux Mogg, qu'ils étaient grands-parents de 2 petites filles de 5 et 9 ans à l'époque. Ils ne comprennent pas. Et ils ne savent pas, bien sûr, que Carole est enceinte et qu'elle allait accoucher d'un enfant. Il ne ment pas sur sa vie, il n'en parle pas. Il considère que ça ne concerne personne, il ne veut pas qu'on puisse s'intéresser à son intimité, à sa vie. Il est bien comme ça et il n'en parle à personne. C'est un homme qui n'est pas net. Il est loin d'être lisse. Pour commettre des faits, il faut en général un mobile. Qui a intérêt à la disparition de Carole Prin? Il n'y avait pas beaucoup de personnes, quoi. Les taux se resserrent vraiment autour de Roland Mogg. Roland est bien conscient que l'enquête ne l'épargne pas, que les policiers continuent à poser des questions, par exemple à ses amis qui lui relatent. Et au bout d'un moment, les choses deviennent un peu pénibles, un peu inquiétantes. On finit par devenir, peut-être pas paranoïaque, mais méfiant. C'est simplement en étudiant un peu le comportement de Roland Mogg qu'on s'est dit mais cet homme-là n'est pas une victime. C'est un suspect qui essaye de justifier son comportement. C'est pas du tout l'attitude d'une victime. Même sur les écoutes téléphoniques, à chaque fois, il travaille sa voix, se donner une contenance pour avoir l'air de quelqu'un de grave et de concerné par cette affaire. Monsieur Minetru me disait à chaque fois, il fait bonjour, c'est Roland. Bonjour, c'est Roland. Il se donnait un personnage, en fait. On sait que le mercredi 17 mai, c'est lui qui appelle le gynécologue. D'habitude, c'est pas lui qui fait ça, c'est la femme qui est enceinte qui téléphone. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Carole la veille. On ne comprend pas beaucoup pourquoi elle n'a pas téléphoné à ce moment-là. Ça fait partie des indices qui nous laissent à penser qu'il y a quelque chose de pas clair là-dessus. C'est lui aussi qui appelle les parents de Carole qu'il ne connaît pas pour leur dire « votre fille va accoucher ». Les parents de Carole étaient très étonnés. Tout ça, c'est quand même assez curieux, une attitude un peu curieuse. Le fait d'avoir passé des coups de fil, ça participe du désir de recruter, on va dire, des témoins indirects dans la mesure où ils vont pouvoir témoigner de son comportement à lui.
Donc il va se présenter comme quelqu'un qui a fait apparemment ce que tout papa ou futur papa aurait fait. Compte tenu du faisceau d'indices qu'on a jusque-là, il faut qu'on ait une audition de Roland Moog, mais sous la contrainte, pas une audition de témoin, parce qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure de la garde à vue. En juin 1995, Roland Moog est mis en garde à vue pour 2 séries de raisons. La première, c'est qu'on cherche toujours qui a intérêt au crime, donc on cherche parmi les plus proches. Et il a une personnalité qui est peut-être pas aussi lisse que celle qu'il a voulu montrer lors de son premier témoignage. La garde à vue a pour but de faire le point sur l'ensemble des faits, de l'enquête, des témoignages, et de le faire avec lui. Sa version consiste à dire « moi, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, je suis tout à fait étranger à cette disparition ». Quand on lui met en face de certaines invraisemblances, notamment sur les contractions, sur sa manière de se comporter le soir, après le coup de fil, il reste évasif, ou il dit qu'il ne comprend pas, et que c'est comme ça. Les policiers se rendent compte qu'ils n'obtiendront aucun aveu de lui, ils n'obtiendront rien de lui. Ça ne dure que quelques heures parce que les policiers veulent se garder des heures de garde à vue au cas où quelque chose apparaîtrait, et au bout de ces quelques heures, il va être libéré. L'enquête se poursuit. Il y a encore pas mal de gens à interroger. Un mois après l'enquête, on peut encore envisager l'enlèvement et séquestration. Donc on est encore sur cette infraction, même si effectivement on pense que à ce moment-là, Carole elle est plus vivante. Pour la famille de Carole Prin, cette enquête qui n'avance pas, c'est quelque chose de terrible. Ils se sont dit que la dernière chance d'avoir peut-être des éléments sur la disparition de leur fille, c'est cette émission perdue de vue. Je comprends le fait que les parties civiles contactent une émission et essayent d'avoir des éléments. Qu'est devenue Carole Prin? Cette femme de 37 ans était sur le point d'accoucher. Et Roland va pas avoir le choix. Il était très réticent à l'idée de participer à cette émission, et c'est vraiment avec l'insistance et pour ne pas paraître suspect qu'il a accepté de participer, mais avec une modalité un peu particulière. Il se fait filmer dans sa cabine de projectionniste, il joue son rôle. Le soir même, Carole m'appelle aux alentours de 21h30 sur mon lieu de travail. Et le temps de me faire remplacer, il avait été convenu qu'elle parte directement à l'hôpital. Ça avait été convenu de longue date d'ailleurs, par ses propres moyens. Je me suis rendu très rapidement à l'hôpital. Et là, tout a commencé. Pas de Carole, nulle part. Il raconte qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que Carole ait disparu. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il n'a pas l'air, malgré tout, très ému. C'est ce qui étonne. On ne peut pas exclure quand même que cette émission aurait pu susciter certains témoignages. Donc on espère peut-être que ça va amener des gens à parler. On se rend compte que dans les jours qui suivent, personne n'appelle. Et que s'il y avait encore eu un doute, Carole Prin est morte. Et son enfant est mort avec elle. Le 17 mai, Roland Moog reçoit au Cinéma Star un appel de Carole qui lui annonce
qu'elle part à la clinique. Ça constitue un alibi et il serait quand même intéressant de savoir d'où vient cet appel téléphonique. La pièce centrale, c'est ce coup de fil. C'est le fait que la caissière décroche le téléphone et reconnaît la voix de Carole Prin. Et tout repose là-dessus. Alors les policiers, ils vont quand même faire des recherches, ils passent au crible la liste des appels téléphoniques et ils se rendent compte qu'à 21h30, personne n'a téléphoné de l'appartement de la rue des Serruriers au cinéma. On se dit, il y a quelque chose qui cloche. Cet appel téléphonique, Carole, elle ne l'a pas passé. Qu'est-ce qui a fait que le téléphone a sonné au Cinéma Star? Et qui était au bout de ce téléphone? On ne sait pas quelle est la provenance de cet appel et le cinéma n'ayant pas, à l'époque de facturation détaillée, on ne sait pas quel est le numéro qui a appelé. On a interrogé la caissière plusieurs fois. Le premier jour de l'enquête, je pose la question à la caissière de savoir si elle se souvient d'avoir pris la communication avec Carole Prin ce mercredi à 21h30. Et elle me répond « Je ne m'en souviens pas ». Elle n'est plus sûre de rien. Elle se dit que c'est peut-être même pas elle qui a décroché.